La 100e de la prescription avec le docteur Fred Lambert, aujourd'hui accompagné de son collègue et ami producteur, réalisateur, monteur et de mon conseiller Olivier Chamberlain. Olivier, on se donne une main d'applaudissement, allons-y. Bravo. Bravo. Bis, comme on dirait. Oui, bis parce que après 100, ça donne le goût d'en faire encore plus et de continuer. Peut-être une autre centaine, voir où est-ce qu'on va se diriger. Ouais, peut-être un millier. Peut-être un millier. Ben, millier, ça va être intéressant, ça. Tu vas avoir eu le temps d'évoluer. Moi, j'aurais plus de cheveux rendu là. Mais là, pour une autre centaine, ça veut dire encore un investissement de 2 années. On est capable encore, je crois, de se lancer dans ce projet de conversation et aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est le 1er janvier 2024. Peut-être certains d'entre vous l'avez eu un peu rough hier, d'autres peut-être ont été calmes. Vous avez peut-être écouté le bye-bye, et aujourd'hui, vous plaignez des bonnes ou mauvaises jokes que vous avez compris ou pas. Et vous voulez écouter en reprise aujourd'hui. Moi, je suis peut-être un peu plus de cette école-là. J'aime bien profiter de mon 31 au soir complètement avec amis et famille. Mais toi, je te connais, tu vas parler du bye-bye, tu vas dire que c'est juste des jokes de TV que tu comprends pas. Absolument, c'est juste ça. C'est juste des jokes de stats. Et tu vas pas les comprendre. Non, parce que je ne sais pas c'est quoi stat. Donc, mais c'est pas grave, parce que nous, on va avoir quand même du plaisir. Et évidemment, un 1er janvier, moi, je suis plus du genre à... Je n'aime pas ça quand le party se termine. J'aime ça quand ça continue plus longtemps. C'est peut-être un de mes défauts d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vous offre un party à 2 avec un grand ami qui a accepté mon invitation et on se l'est fait à la Nouvel An, qu'on pourrait dire ainsi. Et cet ami, c'est le cinéaste, monteur et musicien Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur est à la fois cinéaste, monteur et musicien. Son premier long-métrage, Continental, un film sans fusil, est présenté en première mondiale au Festival de Venise et est par la suite sélectionné par de grands festivals internationaux et obtiendra plusieurs récompenses dont le prix du meilleur premier film canadien à Toronto et celui du meilleur film au Festival international du film francophone de Namur. 4 ans plus tard, il réalise En terre inconnue, qui remporte le prix du jury à Berlin ainsi que le prix du meilleur film au Festival de Los Angeles et le grand prix du jury au Festival de Taipei. Tudor Nicole, son 3e long-métrage, est sélectionné à la 15aine des réalisateurs du Festival de Cannes 2014. Et son plus récent film, Viking, remporte 11 prix, dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario au Gala du cinéma québécois. Stéphane Lafleur est aussi la voix, le compositeur et l'auteur des textes du groupe folk country Avec Pas de casque, dont les albums ont connu du succès critique dès leur sortie. Voici ma conversation avec Stéphane Lafleur. Hey man, c'est parti! Ah ouais? Non, mais tu me laisses pas arriver. Non. Tu veux pas que je réveille mon souffle? Ça fait partie du spectacle. Parfait. Regarde, attention, t'es prêt? Oui. Bonne année. OK, parce qu'on est dans le futur. Oh, non, ouais, on est dans le futur. Aujourd'hui, ben non, mais tu connaissais cette affaire-là de futur avec En terre inconnue. Aujourd'hui, c'est le futur. On est le 1er janvier. C'est le 100e anniversaire. C'est le 100e épisode. Je me suis pratiqué 99 fois avant de te recevoir. Oui. Et là, je suis prêt. OK. Fait 2 ans que je monte ce dossier de presse-là. Ben, voyons. Mais non, pas partout. Mais t'as fait ça après-midi. Donc, c'est le temps des fêtes. Et ce qui est cool,
c'est qu'il y en a qui sont en ce moment en char, il y en a qui, bon, tu sais, peut-être... Moi, en fait, je me suis surtout demandé, toi, t'as-tu le temps des fêtes, Noël, jour de l'an, t'as-tu ça joyeux ou tu l'as à la triste? Je l'ai, ben, c'est un peu ni un ni l'autre, je te dirais. Ah ouais? C'est comme je trouve qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, on est supposé de se déposer, puis je trouve que c'est pas ça qui arrive, généralement. Faut se promener, faut courir un peu à droite puis à gauche. Fait que c'est là que je l'ai, le temps des fêtes. Mais allons-y, admettons, avec la base, admettons, Ouais. parce que souvent, on va avec des souvenirs. Parce que c'est réellement le seul temps de l'année où est-ce qu'on arrête, apparemment, tout le monde en même temps. Puis quand on arrive à ce moment-là, inévitablement, on repense à l'enfance, on pense à ces moments-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était cool? C'est quelque chose, tu sais, mettons, rapidement. Oui, c'était joyeux, là, le temps des fêtes, mais en vieillissant, tu sais, je vois l'organisation qu'il y avait derrière, tu sais, qu'on nous cachait un petit peu, là. Ouais. Mais tu sais, on met beaucoup de pression sur le temps des fêtes aussi, tu sais, je trouve qu'on met autant de pression sur le temps des fêtes qu'on en mettait sur notre après-balle, tu sais, mettons. C'est tellement vrai. C'est vrai. Mais on met beaucoup de pression sur ce moment-là de l'année, alors que tout le monde arrive et tout le monde est fatigué, tout le monde a juste envie de se poser, puis on attend beaucoup des autres, je trouve. Puis c'est peut-être un des moments de l'année où les gens qui sont pas nécessairement dans le milieu artistique sont le plus en représentation. Parce que les membres de la famille, ils doivent être gentils. Il y a tout ça. Ça, c'est comique, ça. Ça, c'est l'espace comique de ça. Mais là, les dernières années, je trouve qu'il y a un meilleur équilibre. C'est le fun. C'est un beau. Personnellement, ouais. Non, mais dans la gestion de tout ça. En fait, c'est quand t'enlèves la pression. Tu sais, mettons l'exemple. Tu sais, 2 familles qui se battent pour que ça se passe le 24 au soir. Tu sais, pourquoi? Tu sais, comme 23, 24, 25, c'est Même, tout... même, je vais y aller avec le 20. Ou le 12 décembre, tu sais, tout est bon. Ouais. Mais je trouve que cette pression-là, déjà, ça ajoute une dose de stress à tout le monde qui est tellement pas nécessaire, tu sais. Moi, j'ai vécu un super moment la semaine passée, ouais. Le Père Noël a débarqué à Place Versailles, qui est un moment important, mais cette année, man, c'était sick. Le Père Noël est venu en hélicoptère dans le stationnement de la Place Versailles avec Mère Noël. Et là, j'annonçais à mes filles, ma plus vieille, elle s'en fout, elle y croit plus, ça fait longtemps, mais la plus jeune, elle y croit plus. Là, on prend le métro samedi matin, 8h du matin, on prend le métro pour aller dans le stationnement pour arriver. Ma plus jeune, elle fait, c'est tellement une bonne idée. Il n'y a pas de neige, les reines peuvent pas venir. Donc, l'hélicoptère, c'est vraiment une bonne idée parce qu'il pourrait pas vraiment se déplacer. Tout le sens logique de Noël a fonctionné avec l'hélicoptère. Puis il y avait une fanfare qui l'attendait, qui jouait faux. C'était écœurant. C'était parfait. Puis c'était rempli, mais le stationnement était plein, là. Plein à craquer. Là, quand tu dis la semaine passée, là, tu parles du futur. Non, on va parler maintenant on a touché au futur, mais non au présent. Ok, pardon. Ouais. Ben, tu sais, si on venait dans le présent plus tragiquement, Carl Tremblay est mort il y a pas si longtemps. C'est quand même ça, dans le temps présent, là. Ça te fait de quoi, ça? Ben oui. C'est sûr, là, tu sais, ça, tu sais, très honnêtement, je le connaissais pas personnellement, on s'est jamais rencontré, mais ça reste que... Ah, pour vrai, c'est même pas revenu dans les festivals ou des trucs comme ça? On s'est jamais croisé, à mon souvenir. Mais ça reste que par la bande, c'est un collègue, là, tu sais, on fait la même job, là. On fait la même job, puis humainement, ça rentre dedans, c'est trop jeune, puis évidemment, puis... Trop jeune, tout ça, puis tout ça, là, tout ça. Ben oui. Non, ça a fessé. Moi, ça n'empêche, quand c'est arrivé, moi, ça m'a fait de quoi? Parce que, tu sais, eux autres, les cowboys, c'était mon sujet de mémoire, de maîtrise. Donc, j'ai fait des entrevues avec eux autres, j'ai passé du temps avec eux. Puis tu sais, je connais Marie-Annick de ma tendre jeunesse. On était ensemble à l'orchestre quand on était petits, là, enfants, là, tu sais, on avait les mêmes profs, puis tout ça. Puis tu sais, elle, à un moment donné, elle a lâché la musique classique, puis elle me dit, hey, j'ai un band, ça s'appelle les Cowboys Fringants, puis tu sais. Mais quand même, moi, qu'est-ce qui m'a fait surtout... qu'est-ce que ça m'a fait beaucoup penser à toi et à tous mes copains, amis, qui sont qui écrivent la musique, finalement.
sur le leg artistique. Ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait brasser bien des idées, tu sais, parce que tu vois tous les hommages puis là, on est même au milieu des hommages. Je sais même pas si, parce que là, on est lundi, on sait pas encore s'il va y avoir des funérailles nationales. Ça n'a pas encore été accepté par sa femme. Je pense qu'elle n'a pas encore dit oui à ça. Mais tout l'hommage qui est fait actuellement, tu sais, par le peuple et tout ça, puis pour des chansons, on parle de chansons, il les a pas écrites majoritairement, ça c'est connu, c'est certes, mais il était quand même le porte-parole de ces mots-là au sein du band. Mais cette admiration, pas soudaine, mais quand même oui, à cause de cet événement-là, mais de voir tout un peuple être triste en même temps pour ça, moi je l'avais pas encore vécu avec la chanson, tu sais. Tu sais, je me souviens encore quand Gilles Carle a eu les obsèques nationales, tu sais, je me souviens d'une couple de personnalités comme ça, mais tu sais, les vidéos que je vois, les gens qui à l'Assomption, qui se sont mobilisés une soirée de temps pour être tristes en groupe. C'est vrai, moi, ça m'a vraiment, ça m'a touché, ça m'a perturbé un peu de voir ça, je sais pas pourquoi. Tu vois l'impact que ce groupe-là avait et a encore sur tellement de monde, là, c'est fou. Ouais. C'est fou. Toi, tu penses-tu des fois, est-ce que ça t'arrive de réfléchir à ton leg artistique? Pas ben, non. Je pense que c'était comme... Non, je te jure, je pense que c'était quelque chose qui était peut-être plus là au début, là, tu sais, comme on dirait que quand tu commences ou quand même tu penses à peut-être faire quelque chose de créatif un jour, là, tu sais, d'en faire une carrière, t'as l'impression que je pense que c'est quelque part dans le coin de ta tête qui va rester quelque chose de toi après, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est plus une considération pour moi. Ce qui va rester, tu sais, Quand est-ce que t'as lâché cette idée-là? Je sais pas, c'est une bonne question, mais non, je suis plus dans l'idée d'avoir du plaisir et du bon temps avec les gens avec qui je fais les choses, que ce soit faire un film, que ce soit faire de la musique, tu sais, le plaisir d'être ensemble puis de construire ça, puis évidemment qu'on espère qu'il y a une oreille puis qu'il y a des yeux puis qu'il y a du monde pour recevoir à l'autre bout, mais c'est pas ma considération première, je te dirais. C'est cool. Moi, tu vois, c'est l'année passée que je me suis... Tu sais, je te l'ai d'ailleurs donné, je pense, mon album. Ben oui, t'étais là au lancement de mon album solo. Puis c'était la première fois que je faisais un truc solo. Puis j'ai tellement focusé sur l'idée du produit final que je pense que quelque part, j'ai empoisonné un peu mon expérience de le monter, tout ce projet-là. Ça m'a comme... Ouais. Parce que c'était toujours la vue à long terme, puis je perdais le plaisir de chaque étape. Puis là, tu vois, je suis en train de faire toutes des démarches pour un autre projet. Pas par tant amour du projet, oui, quand même, mais parce que j'ai essayé que j'allais faire un projet où j'allais essayer d'aimer chaque étape jusqu'à la fin. C'est mon défi de ce projet-là. Ouais. C'est d'aimer. Ben, c'est important. Mais c'est pas important. facile. C'est pas facile, mais tu sais, il y a bien s'entourer, il y a, tu sais, c'est ça, choisir avec qui tu travailles. Même pour moi, je trouve on met tellement de temps là-dedans. Qu'il faut qu'il y ait que cette partie-là existe, là, que le plaisir dans la construction existe, là. Sinon, tu sais, pourquoi on fait ça, là, il y a ça. Puis je trouve que la trace qu'on laisse, elle est plus tangible. Tu sais, la trace qu'on laisse sur les gens autour de nous, les gens avec qui on travaille, de quelle manière on travaille avec eux. Ouais. Je trouve que cette trace-là est plus tangible que le leg de quand on sera plus là. De toute façon, quand on sera plus là, on sera plus là. Ouais. Fait qu'on dirait que la trace de travailler avec des gens, de la collaboration avec des gens, ce qui en émane, c'est dans le présent, c'est super tangible, en fait. C'est super tangible. Notre relation d'amitié existe depuis la sortie d'En Terrain Inconnu. On se connaissait pas avant. Puis, ouais. Depuis ton show, Le Piquant. Ouais. Puis c'était juste... Ah oui, je venais d'avoir la réponse pour mon film. Exactement. Ouais. Puis c'était quelques mois avant. Puis là, on s'est rencontrés là, on est devenus copains. Et puis d'ailleurs, je t'avais jamais dit avec vous, en fait, tous tes films, je les ai vus pour la première fois sur grand écran. Ça, c'est pas rien quand même. Puis c'est un hasard parce que Continental, on se connaissait pas, puis je l'avais vu sur grand écran. Donc,
Donc, et moi, je te connais sur un rapport plus personnel, un à un, des fois des parties, des petits groupes, petites gangs. Mais je te connais pas vraiment professionnellement, mettons, pour le travail, tu sais. T'es un gars, mettons, ma perception de toi, ça t'intéresse? J'ai hâte de voir. Je sais pas ce que je vais te dire. Mais ce que je veux dire, c'est t'es quand même quelqu'un ultra attentionné, super mémoire, tu sais, mettons, sur des détails, mettons, quand je parle de mes... Tu te souviens de tout, tu m'écoutes super bien. Tu sais, c'est comme quelque chose que je chéris puis que j'admire beaucoup. Tu sais, t'es d'une bonne écoute, puis t'es un peu sentimental, t'es sensible, un peu sentimental. Tu baisses les yeux en me disant tout ça. Tu regardes la table en ce moment. La table de ton enfance, en passant. En plus, ouais, ouais. Disons-le, non, parce que en ce moment, on est chez moi et la table que je possède, c'est la même table que tu avais à la maison quand tu étais petit. Pour vrai, à chaque fois que je viens ici, ça me fait quelque chose. Ouais, tu sais, c'était la même table. Écoute, j'aurais pu faire ça, ce podcast ailleurs. Même chez vous, j'ai un peu déplacé, mais je me suis dit, je vais l'amener en baie de campé de connaissances. Dans sa vieille table. Mais l'autre fois, j'avais eu Eric Cobb Boulian avec qui tu écrit. Puis mais là, j'ai changé le cadre. J'avais un cadre avec un soleil. Tu sais, une espèce d'affaire qui a pas de bon sens. Puis Eric, elle rentre, puis voit le soleil, puis fait Oh my God. Puis il se met à prendre ça en photo. J'ai qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai le même cadre dans mon sous-sol. C'était une espèce de gars qui faisait de la peinture à répétition. Mais c'est pour ça que je trouve ça drôle. Donc là, ici, on est là. OK, je parlais de toi. Donc, mais tu disais quelque chose avant, on s'est perdu. Sentimental. Non, avant tu parlais de... Ma perception. Ah, ouais, ok. Bon, la perception qui est toujours calme, en contrôle et à l'écoute. Bref. C'est tout faux. Je sais. Parce que tu réalises des films. Tu peux pas être de même quand tu réalises des films. Tu peux... Tu sais, mettons, le côté de cette personnalité-là que j'ai avec toi, tu sais, des marches, jaser, aller en profondeur. Quand t'arrives sur les tournages, c'est tout un autre univers. Puis tu sais, tu me l'as déjà décrit, t'as fait, tu sais, il y a des problèmes. Je fais juste fixer des problèmes constamment. Moi, je t'ai jamais vu à l'action. J'ai jamais vu ce côté de toi. Puis j'ai encore un peu de la misère à le comprendre, tu sais. Parce que... Non, mais c'est vrai parce que je peux pas t'imaginer en train de bosser tout le monde puis d'être... Mais je bosse personne. Mais t'es le réel. Oui, mais sauf que c'est ça que je te disais avant. C'est une collaboration, tu sais. C'est comme là, ça prend un nom, là, à mettre à la fin, là. Mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui dirige un peu le bateau, là. Mais... De quel bord on s'en va, tu sais. Moi, quand j'étais allé à la première de Viking, puis que là, comme tu m'avais invité, j'étais là, j'étais assis, puis là, j'ai comme réalisé que tout le monde autour de moi a fait de quoi dans le film. Oui, c'est ça. Puis là, et que là, t'es ça simple, là, les remerciements partent, puis j'étais comme, oh my God, il a l'idée, tout ce monde-là, ça a pas de bon... Mais, puis Viking, en plus, tu me dis, ça, c'était un bon tournage, ça s'est bien passé, exactement comme je voulais, tout le monde était dedans, c'était super. Mais mais c'est comme un truc à étage, tu sais, comme t'as des chefs de département qui, eux, ont leur équipe et travaillent avec leur équipe. Fait que, tu sais, tout le monde délègue à des gens. Moi, je suis en haut pis j'essaie, comme je te dis, j'essaie un peu de diriger le bateau dans une direction que moi, je pense la bonne pour ce projet-là, parce que je l'ai quand même, dans le cas de Viking, coécrit avec Eric, tu sais. Mais tout le monde part. Tout le monde, en fait, l'idée, c'est d'engager le bon monde, tu sais, d'engager les gens. Mais c'est arrivé que t'as pas, tu sais, dans les débuts, probablement, que c'est arrivé que t'as pas engagé les bons. Mais ça arrive à chaque film qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'entends un petit peu moins bien, puis que c'est un miscast mais ça arrive tout le temps dans la vie, tu sais, mais. C'est pas que tu les nerfs. Ben, ça m'arrive. Mais tu vois, pas souvent. J'ai jamais vu, tu vois. Non, mais pas souvent, mais ça m'arrive. Ben, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, le temps est notre pire ennemi, puis à un moment donné, on manque de temps, puis t'as pas le plan que tu voulais faire, puis bon, tu sais. Mais, tu sais, je dis souvent qu'une grosse partie de ma job, c'est de m'entourer des bonnes personnes, puis l'autre grosse partie de ma job, c'est de communiquer le mieux possible ce
ce que je visualise, ce que j'imagine pour le film. Puis si ça, c'est bien fait, quand on arrive au tournage, honnêtement, si je travaille avec des gens compétents, ce qui est le cas, j'ai plus grand-chose à faire au moment du tournage. On peaufine, tu sais, mais toutes les grosses décisions ont été prises d'avance. Puis moi, je travaille toujours avec les mêmes chefs de département depuis 4 films, puis ça fait que la communauté, Quand tu dis les mêmes chefs, en même temps, tu parles je parle de montage. Sarah Michara à la direction photo, Nandrine Beauparlant, direction artistique, Sophie Leblond montage, Sophie Lefebvre au costume. Tu sais, quand on commence le tournage, tu sais, c'est comme des albums, tu sais, bon, notre dernier album, il ressemblait à ça. Où est-ce qu'on s'en va pour la suite? Est-ce qu'on est en continuité ou en rupture? Jusqu'à maintenant, moi, je considère que je suis dans une espèce de continuité qui vacille un petit peu à chaque film. Tu sais. Ouais. D'ailleurs, tu viens de dire nouveau film, nouveau album. Là, t'as eu un petit show 2 fois? Ouais, fait 2 fois? soirs, on va à bouteille. On va à bouteille, vous avez cassé. Ouais. Cassé des tunes. Ouais. C'était comment? C'était super. On a tellement de chance. Il y a vraiment des gens qui... Je n'ai pas été capable de me payer du billet, man. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, C'est ces petits shows-là. Tu sais, l'idée, c'était de jouer du nouveau matériel, puis de tester du nouveau matériel. Fait que t'as pas envie de faire ça dans une grande salle, tu sais. Tu veux jouer devant moins de monde, puis il y a quelque chose de super fragilisant de faire ça, là, tu sais, de jouer plein de nouvelles tunes devant des gens. Moi, c'est super stressant. C'est la première fois que tu les joues devant du monde. C'est la première fois qu'il y a du monde à l'extérieur du band qui entendait les tunes. T'étais-tu fébrile? Complètement, le premier soir surtout, tu sais. Le deuxième déjà, ça avait bien été le premier soir, fait que là tu te poses un peu, mais ça reste que c'est des tunes qui sont neuves, c'est pas comme... T'avais-tu genre des mots ou... non, ça c'était le défi en fait de ces shows-là, c'était qu'on sache les tunes par cœur, pour qu'on vive les tunes comme il se doit. Avez-vous enregistré, filmé tout ça pour après avoir du recul, regarder? Non. What? Non. Non, je suis pas très les archives, moi. Mais je suis pas trop dans cette affaire. Non, on aurait dû, peut-être. Vous aurez dû complètement. Peut-être qu'on aurait dû. J'étais votre agent, erreur. Sûrement quelqu'un l'a enregistré de toute façon. Non, mais juste pour écouter, mais de toute façon, faites ça un peu, enregistrer. On l'a fait pendant les pratiques, on a enregistré, mais c'est vrai que devant un public, ça aurait été différent, mais pendant les pratiques, on enregistre, on écoute. Moi, quand je compose, j'enregistre. Avez-vous toujours fait ça, genre casser les tunes? C'est la première fois qu'on fait ça. Ah, ok, c'est comme ça, un bloc de tunes, là, tu sais. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un prochain album, parce qu'on a envie de jouer tout le monde ensemble en même temps, ce qu'on n'a pas toujours fait. Parce qu'habituellement, les albums, vous les sortiez. Oui, mais aussi, des fois, les albums sont faits en overdub, tu sais, c'est-à-dire chacun fait sa piste Non, tu niaises. Ben, des fois, oui. Ben, ouais. Pas toutes, mais... Lesquels? Astronomie, beaucoup. What? Beaucoup. Effets spéciaux aussi, beaucoup. En pièces détachées. Mais tu sais, des fois, 2 instruments, tu sais, tu fais guide, drum. Peut-être toi, t'es le dernier. Avec les voix? Ben, souvent, parce que, en fait, pour les albums dont je parle, c'était Nicolas qui est dans le band, qui était à la console. Fait que normalement, tu fais drum bass, tu sais, comme ensemble. Ben, c'est le classique, ouais. Ouais, sauf que le bassiste était à la console. Fait qu'on faisait guide drum. Oh my god! Ça marche! Ça a bien été. Puis ça risque d'être encore ça? Non, là, non, c'est ça, là, on enlève Nicolas de la console, on prend quelqu'un d'autre qui va... Oh shit, t'as-tu le droit de dire? Qui va jouer. Ah? T'as-tu le droit de dire? Ça va être qui? Qui va t'en aller de la console? Ah, ça va être Christophe Lamarche-Ledoux. On voulait quelqu'un qui est un bon ami, avec qui je fais le projet Feu Doux aussi. OK. Puis... qui est super, en plus. Puis c'est ça, mais aussi, c'est que tu veux quelqu'un qui est... Encore une fois, c'est tellement... tu veux pas n'importe qui. C'est super intime comme truc. Enregistrer, faire de la musique, faire des tunes. Tu veux quelqu'un qui a un regard... honnête. Oui, mais qui est une présence rassurante aussi dans la place. Ouais. Tu veux ça. Tu veux quelqu'un que tu connais. Tu veux... ouais. Ou avec qui tu as déjà eu un contact. En tout cas, plus, moi, c'est comme ça que je vois ça. Il connaît l'univers, il te connaît. Oui, c'est ça. Il connaît tout le monde dans le band. Fait que ça... Donc vous avez fait ces 2 expériences-là.
va venir un temps de studio, je À un pense. moment donné, je sais pas quand. Je peux vous donner pas de date, de deadline, de Non. whatever. Non. C'était combien de temps de matériel à peu près qu'on a fait? Ah, on avait pas mal. On avait une quinzaine de tunes, je pense. Jesus! Ouais. Mais tu sais, composé sur 10 ans à peu près. La majorité, Non, moins que ça. non, Ben ça oui. a pas- Ben ça fait pas 10 ans le dernier album, Ben mais il y a non. des tunes qui étaient pas sur le dernier album. Ah, ok, que t'as tassé. Qui rentraient pas. Moi, je crois beaucoup à cette affaire-là des albums, là, tu sais, d'avoir un corpus de chansons qui vont ensemble. Ouais. Puis là, ben, quand on a fait des effets spéciaux, il y en a qui rentraient pas dans le corpus. Puis là, ben, t'es mis de côté. Ça veut pas dire que les tunes sont pas bonnes, ça veut dire qu'elles vont pas, selon moi, avec le reste, là, t'sais. C'est surtout toi qui... Ben non, c'est toi qui écris les textes. C'est moi qui écris le texte. Et la musique, moi, j'arrive avec matériel musique, de base. parole, Ouais. puis on habille les tunes ensemble. Ça arrive-tu que les autres gars, ils disent, mais elle est pas bien bonne, celle-là? Il y a jamais personne qui a dit ça, mais tu le sais vite. C'est ça? Ben oui, tu sais, des Puis là, fois... t'es super émotif, t'es comme, et les rondelles, ta 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 ta. Bien sûr, les rondelles. Non, mais des fois, il peut se passer plusieurs choses. Quand j'arrive avec une nouvelle tune, il peut se passer plusieurs choses. Des fois, la magie prend. Souvent, les gars, ils commencent à jouer sur la chanson. J'ai même pas fini de la jouer, là. Tu sais, ils l'écoutent même pas une fois au complet, là. Au bout de 45 secondes, ils sont déjà en train d'essayer de taponner dans un instrument, puis d'essayer de trouver, d'exprimer ce qu'ils ressentent, puis Ok, t'es pas genre, tu sais, vous êtes tous assis, tu fais, les gars, je vais vous faire jouer. une petite lecture de quelque chose Non. de bien beau. Non. Ok. Ça marche. Des fois, j'envoie un démo que j'ai enregistré avec mon téléphone avant la pratique, ok. fait qu'ils arrivent puis ils ont déjà entendu la chanson. Mais des fois, j'aime ça aussi voir leur face quand je la joue, tu sais, j'aime ça. Il y a quelque chose de le fun de les voir découvrir la chanson aussi. L'autre fois, mon père, il m'a demandé pourquoi Stéphane, il a fait un band dont le nom du groupe encourage l'imprudence à vélo. Alors que tu fais du vélo. Alors que je fais du vélo et que je porte un casque. Ouais. C'est une drôle d'histoire, mais tu sais, Ouais, c'est en une fait, drôle je connais d'histoire. même pas l'affaire. En fait, je t'allais jamais demander. Moi, j'ai toujours pris pour acquis. Ah, c'est le band qui s'appelle de même. Ben, non, écoute, bon, tu veux la genèse du band? Pas nécessairement, mais oui. Moi, j'ai rencontré Joël au début des années 2000, je pense, et on travaillait dans la même place de montage. Puis sur les heures de break, on parlait, puis on jasait de musique, puis Joël venait de se partir un band qui s'appelait les Gregory Charles. Ce qui est une bonne idée parce que c'était en avance sur tous les gens qui ont fait les bands, les Jerry, puis les Sheryl Crow, puis whatever. Et le concept de son band, c'était que il était 3, puis chaque musicien jouait d'un instrument qu'il ne maîtrisait pas. Ben, c'est une super bonne idée pour que ce band-là existe encore, vraiment. C'est super Mais, bon. fait que là, quand j'ai rencontré Joël, il jouait du drum depuis peu. Joël qui est un super guitariste et bassiste, mais le drum, c'était pas son affaire. Puis il partageait un local avec des amis de secondaire qui avaient un petit band qui s'appelait Malajube. Ah oui. Ah, Et- c'était 2000? C'était 2000. Ouais, Ouais. j'avais un local avec mon autre band à l'époque pas loin, puis ça brassait pas mal. Ouais, ben ça C'est c'était l'affaire, c'était beaucoup de bands heavy metal, fait qu'on a essayé de mettre un peu de violence dans le nom de notre band alors qu'on était super Ça fort. sentait mauvais dans cette place-là. C'était écœurant. Et donc Joël devait pratiquer son drum, puis il m'avait dit écoute, moi j'ai accès à ce local là, viens Ok. avec moi. Et tu sais, il savait que je jouais de la guitare, il dit viens avec moi les samedis, on va pratiquer, tu sais, ça va me faire pratiquer. Puis moi j'ai des covers, j'en savais pas, puis je voulais plus en apprendre. Puis j'avais T'en as 3 déjà appris? Ben, plus jeune, tu sais, quand tu commences à jouer la guitare, Ton tu premier t'apprends cover, des c'était quoi? covers. Mon premier cover, c'est les Beatles, je pense. OK. Ouais, je jouais les Beatles dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai appris la guitare. T'as-tu écouté la nouvelle tune des Beatles? Non, j'ai pas écouté. Va pas là. OK, parfait. Même si Sylvain Cormier dit que c'est la meilleure chose du monde entier, 6 étoiles sur 5, va pas là. OK. Bref. Où j'en étais? Les samedis matins, c'était 2000. 3, C'était 4.
Mais bref, je suis arrivé avec mes 3-4 tunes. Puis ben la semaine d'après, j'en avais une 5e. Puis après ça, j'en avais une autre, tu sais. Puis on jammait, puis on enregistrait, puis des fois je repartais avec ça, puis je composais des tunes sur les jams qu'on avait faites. Puis à un moment donné, mais moi j'avais pas d'intention de rien faire avec ça, là. Puis à un moment donné, Joël, il a T'as jamais eu la mini intention d'être dans un band? Ben non, c'est pas vrai. J'ai joué de la musique quand j'étais ado, mais à un moment donné, j'y croyais comme pas que ça se pouvait pour moi qui a pas étudié en musique de faire ça de manière un petit peu plus professionnelle. Ah, je comprends. J'ai jamais cru à ça. Tu sais, j'ai longtemps eu le sentiment de l'imposteur. Là, tu sais. Ce qui est un bon sentiment, en fait. Ça dépend des jours. Je crois que tous les gens les plus créatifs dans notre milieu vivent avec ce sentiment-là, puis c'est une bonne chose. Ben, tu sais, mon parcours académique était plus cinématographique, puis la musique était un hobby, tu sais. Est-ce que tu as déjà senti ce sentiment-là en cinéma, par contre, de l'imposteur? L'as-tu déjà eu un peu? Ben oui, certainement. Tu sais, au début, quand t'arrives, puis... Ben pourtant, t'avais toutes les connaissances. Oui, je sais bien, mais tu t'as pas fait tes preuves encore, puis tu sais... Okay. Bon, bref... 3e et 4e bref, je pense, dans cette histoire. Il y en aura beaucoup. Ben oui, mais regarde, à un moment donné, Joël nous a juste booké un show, en fait. Il nous a booké un show en première partie, puis j'ai dit, ben, on n'a pas de tune. Il dit, oui, on a celle-là. Puis on a trouvé le nom en 5 minutes, puis... C'est resté. Puis mais moi, je pensais que cette bande-là allait durer 3 mois. Puis là, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble. Shit, t'es fou, hein? Puis là, donc, on était 2 au départ. On a fait des premières parties de band, tu sais, comme la descente du coude, là. Passer les bandes punk, là. Puis personne n'écoutait, là, où il y avait 3 personnes qui écoutaient, puis on n'était pas... Mais il était où le moment que ça... Justement, qu'il y a quelqu'un qui a porté l'oreille? Il est où le moment? Ben, tranquillement, pas vite, à force de faire des shows, puis à un moment donné, des meilleurs matchs, puis à un moment donné, Élie Bissonnette qui s'occupait de Malajube. Malajube avait été signé sur Dare to Care. On avait fait la première partie de Malajube parce que c'était des amis de Joël. Puis là, Élie a comme fait, tiens, eux autres, intéressant. Puis nous, on a fait... mais il a bêté sur vous, en fait. Ben, en fait, c'est pas lui qui nous a approchés. Nous, on a enregistré 3 chaudières de sang de notre bar. Puis on s'était dit, on va aller le présenter à Dare to Care. Mais si ça marche pas, on va le sortir sur Local Distribution, qui était comme une option à l'époque, là, un peu indépendant. Ouais. Bon. Mais, OK, parce que plus tard, l'étiquette a repris l'album 3 chaudières de sang, non? Non, en fait, on l'avait pas sorti. On l'avait fait. On est allé lui faire entendre. Puis on a dit, veux-tu le sortir? Mais nous, on veut le sortir assez vite parce que là, il est fini. Okay. On veut pas attendre 8 mois. Puis il dit, ouais, OK, parfait. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Puis le band a pris a élargi ses rangs avec les années. Nicolas Moussette a commencé à jouer avec nous dès le lancement, je pense, de 3 chaudières de sang, mais il était pas sur l'album. Puis à la petite LP à la base. Puis Mathieu Charbonneau est arrivé avec nous un petit peu avant qu'on enregistre Astronomie. Puis maintenant vous êtes un quatuor. Quatuor depuis, comme toi. Depuis 2010 toi puis moi, à peu près. On est dans des quatuors. Mais tu vois, quand on a fait le show ensemble à l'église Saint-Jean-Baptiste, tu sais, où parlons d'être imposteur, là, de se sentir imposteur. Moi, ce show-là, je me sentais... Ouais, je me souviens. Hey, ça me stressait de jouer avec des musiciens classiques qui pratiquent 150 heures par semaine. Puis nous autres, on arrive avec nos guitares désaccordées, puis je me disais, oh, boy, là, tu sais, oh. Je te couvrais, man. J'étais à côté. J'ai jamais cué autant avec mon instrument. Mais il n'y a pas de chef. En plus, il n'y avait pas de chef. En fait, tu jouais pas, tu faisais juste pointer les sections pour leur dire que ça, je pense que c'est là. C'est là. Non, mais je rappelle en plus. Ah, merde. Je me souviens d'intuition. Oui, c'est ça que j'allais dire! C'est ça que j'allais dire! Je me souviens d'intuition numéro 1 parce que moi, quand je la joue live,
le moment où je change de phrase est jamais le même. Je sais. Puis tu m'avais dit, non, mais là, faut que tu comptes. Puis là, j'étais comme, je peux pas faire ça en même temps. Faut que tu comptes parce qu'en arrière, il y a 14 instrumentistes qui te suivent. Mais ça avait marché en plus, puis je me souviens que écoute, maintenant on peut en parler ouvertement entre toi et moi, et tout le monde, c'est que j'avais parlé à tout le monde, je disais, écoutez, ça se peut que ça se passe pas. Puis, je dis, tout le monde, regardez-moi. Puis, moi, j'étais installé, je connaissais j'ai tellement écouté cet album-là. Pas rien que par amour des chansons, parce qu'il fallait que le jour du show, puis là, quand je l'avais, la volute, puis que je la déposais sur le premier temps, tu voyais tout le monde faire C'était un autre choix. Mais Intuition, quand on a commencé, c'était allé un peu tout croche, mais ça s'est placé. Puis le reste du show, par contre, c'était... je me souviens... J'ai l'impression que ça va être bien. Je me souviens juste quand on a fini. Fini tout l'album. T'as fini quand tu m'as regardé. C'est fait! Mais là, je me souviens de sortir de scène et de juste tomber à terre, là. C'était tellement... Ben, tu sais, one shot comme ça, avec autant de monde. C'était un show, c'est ça, ouais. un show. Ouais. C'est intense. C'est intense. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi on fait pas de télé, on a déjà essayé, puis on a vraiment pas aimé l'expérience, c'est la pression, surtout du live, là, mettons, la pression qui est mise de réussir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je veux pas vivre ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit ça au gars, j'ai dit, moi, je peux pas vivre ça, c'est trop de stress. Puis on dit, bon, on le fait pas, puis c'est tout, tu sais. Parce que dans un show, quand tu joues 1h30, si tu te trompes, c'est pas grave, tu recommences, tu sais. Exact. Tu recommences, puis il y a d'autres tunes, ouais. puis mettons que t'en réussis une un peu moins bien que les autres, c'est pas bien grave, tu sais. Non, t'as raison. Mais à la TV, tu te plantes, t'oublies tes paroles, c'est un peu gênant, là, tu sais. Fait que je suis pas capable de vivre avec cette pression-là. Moi, la TV la plus stressante que j'ai faite de ma vie, c'était les funérailles de Gilles Carle. Gilles Carle, quand il est mort, c'était funérailles nationales, live sur tous les réseaux. Et on avait été appelé Quatuor Molinari 2 jours avant. En fait, on aimerait bien que vous jouiez... C'était un des thèmes des Ploufs à la fin quand il sortait le cortège, mais il voulait qu'au milieu, on fasse la toune de Platoon. Qui est très bonne. Qui était une bonne toune! Qui est une super bonne toune. Oui! C'est le Quatuor de... C'est quoi donc? Ah, rien que pour exprès, là. J'ai un blanc. C'était le Quatuor américain. La toune de Platoon. On va l'appeler. Tu rajouteras ta voix juste à ce moment-là. Non, oui. Je peux pas me souvenir de tout ce que j'ai dans ma tête. Mais donc, on joue ce Quatuor-là. Et man, je me souviens encore de jouer puis de faire, OK, là, tout le pays l'écoute live. Puis Annie, avec qui je suis, on n'était pas encore ensemble, elle me dit qu'elle était au gym, à l'hôtel à Québec, elle était avec les Millions d'Or, puis elle dit, j'étais au gym, puis elle dit, j'étais en train de m'entraîner, puis la télé, puis elle dit, je fais, Fred Lambert, qu'est-ce qu'il fait là? T'es en train de jouer! Quatuor de Barber, voilà, je l'ai. Quatuor de Barber. Puis là, on joue l'affaire, c'est super intense, man. Puis là, tu sais, t'essaies de pas penser à justement au fait que tout le monde... Pis c'est tout filmé. Tu sais, il y a tellement de caméras, man, ça a comme pas de maudit bon sens. Puis à un moment donné, c'est en replay que je l'ai réécouté, il y a un moment super intense qui arrive, puis il y avait Bernard Landry dans l'assistance. Bernard, il connaît super bien la musique classique, super. Il a volé le show, man. Il était écœurant parce qu'il y a le bout, le climax qui arrive à un moment donné dans le tune, puis il y avait la tête basse, puis quand le climax arrive, il se lève la tête au loin, puis il fait une espèce de regard dans le vide, comme si la mort était apparue devant lui. Puis ils l'ont filmé, man. C'est du cinéma. C'est extraordinaire. Pis c'est sur YouTube, allez checker ça, wow. C'est malade, c'est super drôle. Puis trouves-tu que quand tu joues dans un orchestre avec plus de musiciens, quand il y a une section, mettons, là, est-ce que t'as l'impression que bah, tu sais, si t'en échappes un bout, c'est pas bien grave. Non, parce qu'il y a c'est grave. Ouais, c'est grave. C'est grave, ça paraît. T'as l'air épais. Puis les autres. Ouais, puis t'as l'air encore doublement épais parce que il y a une synchronisation. Tu sais, mettons, tu vas à l'OSM, c'est toujours ça. C'est l'affaire que t'es assis dans le fond, t'es le dernier pupitre, puis les archets bougent tellement de la même façon parce que c'est tous des membres réguliers. Puis là, t'es de l'épais, là, t'es d'épais en arrière qui essaient de fitter dans tu sais, en fait, c'est simple. C'est comme les parties
qu'il y a de la danse en ligne, puis tu t'installes en arrière, puis t'essaies de la faire. La chorégraphie, tu fais, non, c'est facile. C'est pas si dur que ça. Puis tu pars, puis tu l'as déjà essayé. Puis t'es maillet, finalement, là, tu sais. T'es un beau maillet. Un beau maillet. Puis là, ça marche pas. Puis là, t'essayes. Puis à un moment donné, tu trouves la groove, mais ça prend un temps, tu sais. Ça prend un temps parce que t'es pas habitué à ce langage-là, tu sais. Mais ça le fait. Puis moi, ça m'est arrivé, ça. À un moment donné, il y avait l'OSM, on faisait... Enfin, que j'ai dernière minute, on faisait les planètes de host pendant la pandémie, puis c'était filmé live, machin, là. C'était comme dans le temps qu'on fait plaisir à tout le monde, on donne de l'art gratuitement, blablabla. Puis j'étais dans le fond, puis je l'avais jamais joué, puis là, c'était comme peu de répètes, parce que c'était la pandémie. Bon, on voulait pas trop répéter, pas trop se la donner, comme on dit. Puis, man, je me souviens encore le stress d'être en arrière. Puis malgré qu'on était comme 75 sur le stage, je voulais pas être le... Non, je voulais pas être l'erreur dans l'écran. Tu veux pas être l'erreur dans l'écran. Tu veux pas être le moron, là. T'as-tu écouté le podcast Heavyweight? Non, c'est quoi? Ah, c'est un super podcast. C'est comme un genre de deuxième chance, là, tu sais. Il permet aux gens de régler quelque chose dans leur vie, tu sais. OK. Mais là, tu sais, je pourrais en parler vraiment longtemps, là. Ben, go. Mais il y a un épisode où il parle du film L'Arche-Russe. OK. De Sokurov. Ouais. Puis, tu sais, c'est un plan séquence. Oh, ouais. Puis il y a une personne dans tout le film qui regarde une caméra puis il la retrouve. C'est un musicien dans l'orchestre vers la fin. Ils font la Russie puis il le retrouve pour dire à quoi t'as pensé. Tout le monde t'avait dit de pas regarder la caméra. Puis lui, il est bien correct avec ça. Il y en a pas de problème. Non, mais ça, c'est drôle. Mais il y a des bars. Ah, t'aimerais ça, toi aussi? Il y a des bons épisodes. Wow. OK. Ouais, il y en a un qui il veut juste avoir son coffret de CD d'Alan Lomax qu'il avait prêté à Moby. Pis tous ses samples de play viennent de là. Mais il veut pas de droit d'auteur. Tu sais, il veut pas comme, il veut pas une partie de C'est mignon. Il veut juste avoir son coffret de CD. J'y ai prêté il y a des années, puis il me l'a jamais redonné, puis je l'ai perdu dans la brume parce qu'il est devenu une vedette internationale. Je fais insupportable. Je veux juste avoir mes CD. Toi, t'as-tu une affaire de même de deuxième chance que tu faudrait que j'y pense. Pour vrai? Sûrement. On en a tout, tu sais. Est-ce que... T'es-tu déjà allé voir un show de NOFX? Non. Ils font une dernière tournée, là. Non, ils viennent à Montréal. J'ai pas embarqué là-dedans. Moi non plus. On y va. On devrait y aller! Non! Je suis sérieux. Moi, écoute, je pense que je t'ai vu depuis. Quand j'étais allé voir The Cure, c'était ma première fois, puis ils sont comme ensemble depuis comme 40 quelques années. C'était tellement cool. Puis là, le NOFX, c'est zéro mon style, man. Ça peut pas être plus loin de moi. Ils viennent, je sais pas, genre au Café Campus, ils font leur tournée d'adieu. On y va, man! Ça va être malade! Faut faire de quoi? OK, on parlait sérieux. Parlons cinéma. N'empêche que, tu sais, tous tes films, je les ai vus. On en a souvent parlé, tu sais, j'ai souvent parlé un peu, hey, comment ça va l'écriture, comment ça va la prod, puis là, t'es comme, ouais, c'est cool, ça se passe bien, t'sais. Mais on n'a jamais, en fait, ce que je réalise, c'est qu'on n'a jamais vraiment parlé du processus, man. Du processus des idées de base, comment tu pars, comment tu crées ces maudites histoires-là qui ont pas de bon sens, tu sais. Je sais pas. Comment ça marche? C'est quoi? Tu prends les journaux, tu les nouvelles, puis il y a une idée qui émane de ça, c'est... Hey, des fois, c'est très... Ouais, c'est difficile à expliquer. À un moment donné, il y a quelque chose qui colle. Tu sais, une idée, il y a quelque chose que t'as entendu, il y a une image que t'as vue, ça peut être plein d'affaires. OK. Ça colle pis ça te lâche pas. Toi, c'est ça? Lâche pas, pis ça dure longtemps. Puis à un moment donné, tu fais, bon, ben, il faut que je m'en débarrasse. Puis la seule façon de t'en débarrasser, c'est d'écrire le film puis de le faire. Puis après ça, tu passes à autre chose. Un peu comme Stephen King quand il a écrit Shining, puis qu'il disait qu'il avait commencé à avoir des idées de vouloir tuer sa femme puis ses enfants. Puis il dit la seule façon d'enlever cette idée-là, c'était d'écrire le livre. Puis il a fait le livre. Puis il dit comme ça. Une fois qu'il a écrit le livre, il a fait « Ah, OK, j'y tuerai pas. »
C'est un peu bizarre. Je dirais pas que c'est la même affaire. Non, pour toi. c'est ça, c'est pas pareil, mais non, mais tu sais, mettons un exemple là, qui est facile pour moi. Mais je me souviens que quand j'ai fait En terre inconnue, tu sais, j'avais eu cette idée d'un homme qui viendrait de 6 mois dans le futur. Tu sais, j'aime bien ces trucs-là de petite science-fiction un peu cheap, là. Puis je voulais faire un film autour de frères-sœurs, puis un film d'hiver. Tu sais, je suis parti avec ces 3 éléments-là, puis tranquillement, pas vite, il y a une histoire qui s'est brodée. Pourquoi l'hiver? L'hiver, c'est compliqué à filmer, hein? Ouais, mais tu sais, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film d'hiver au Québec. Fait que je me disais, ça serait le fun de refilmer l'hiver. Puis tout le monde a fait son film d'hiver cette année-là. Denis Côté a fait Curling. C'est vrai! Catherine Martin a fait un film dont le titre m'échappe. Tu sais, c'était comme l'année des films d'hiver. Puis c'était un hiver où il y avait pas de neige en plus. On courait après la neige, là. Shit. Ouais. Mais fait que donc c'est ça se construit un peu comme ça. Dans le cas de Viking, ben tu sais c'est un long, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais c'est un long processus de. Ça a commencé en étant inspiré de l'histoire de Mars One, là, qui était une espèce d'organisme en 2015 à peu près, là, qui... Ah oui, leur but, c'était de former la première colonie qui irait sur Mars. Fait que ma première idée, c'était de suivre un personnage qui s'inscrivait à cette affaire-là. J'essayais de comprendre qui est prêt à s'embarquer là-dedans, sachant que c'est un aller simple, en fait. Mais avez-vous, avant The Martian, il avait sorti, non, déjà? Ouais, mais The Martian, c'est autre chose. C'est comme, c'est une autre approche. Non, parce que c'est l'autre réalité de mais c'est sûr que en ce moment, tu sais, puis ça a été ma crainte tout le long qu'on écrivait le film, c'était que quelqu'un nous fasse bypass. Ouais, mais ouais, c'est ça. Un parce peu que comme Chloé avec son film de chef d'orchestre, tu sais. Ben, quand t'es dans des films conceptuels, ça pardonne pas beaucoup, là, tu sais, quand quelqu'un arrive avec une idée similaire, là, tu sais, dans le cas de Viking, mettons, là. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, puis tant mieux. En même temps, ça aurait pas été vraiment grave, parce que l'angle était tellement pas le même que, tu sais, mettons, si je pense à tous les films de science-fiction, ben, c'était-tu The Martian? C'était ça, non? Je me trompe. The Martian. Après, il y en avait eu un autre sur avec Chris Pratt, Jennifer Lawrence, qui essayait de se rendre, je pense, sur Mars, puis que finalement, au milieu, le vaisseau, ça chie un peu. Puis là, ils se réveillent de leur état, puis c'était une espèce... Mais toi, ton angle se passait finalement sur Terre, bon, tu sais, c'était correct. Ben, l'idée, c'était évidemment de jouer là-dessus, de jouer sur le fait que... de se moquer un peu de ça, de savoir qu'on n'a pas les moyens de faire les trucs, fait qu'on va faire la bonne vieille équipe B, tu sais. L'autre fois, je pensais à toi pour... tu sais, je pense aux Québécois qui font le rêve américain, tu sais. Après, on a Denis Villeneuve. Tu sais, Denis Villeneuve, il est dedans. Lui, il est dedans. Il est dans Grooves. Tu peux pas avoir plus que lui. Jean-Marc Vallée l'a vécu à une autre façon, façon plus moins flamboyante, mais que je dirais beaucoup plus à son image de ce qui était déjà à l'origine. Et il y en a d'autres, là. Xavier Dolan a fait aussi son truc aux States. Est-ce que c'est quelque chose qui est en arrière-plan, qui est une espèce de rêve? Parce que, mine de rien, tu sais, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut sur le cinéma américain. Toi puis moi, on a été élevés avec. On a grandi avec. Il a nourri nos esprits, notre imagination. Est-ce qu'il est quand même là un peu le rêve américain cinématographique? Non, parce que quand j'étais étudiant, il y avait pas de modèle. Tu sais, là, je peux comprendre qu'un étudiant, une étudiante qui arrive au cégep, maintenant, il y a des modèles, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu peux dire, ouais, mais Denis Villeneuve, il a réussi, tu sais. Ben, juste par l'exemple de Denis? Mettons, par exemple, déjà ça dit c'est possible. Mais moi, moi, c'était même pas possible. C'était même pas, tu sais, je veux dire, il y avait pas encore. Ben, tu sais, mettons, si je me reviens à ta génération, puis quand tu finissais, il y avait quand même eu des Oscars qui ont donné certains mérites envers notre cinéma, certains prix à Cannes aussi, avec des... Mais ça, c'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que c'est pas aller faire un film aux États-Unis. Non, t'as raison. C'est pas une prod, t'as raison. Mais tu sais, mettons, si je prends l'exemple de Denis Villeneuve, tu sais, je pense que son imaginaire
coûte ça. Tu comprends-tu? Ou je son comprends. imaginaire, il a besoin de ça. Ouais. Pas le mien. Ouais. Tu sais, le mien, mettons les budgets qu'il y a, je saurais pas quoi faire avec ça. Parce que c'est insane. Je saurais pas quoi faire avec ça. Tu sais, je pense pas que j'ai une idée qui coûte ça. Puis aussi la pression qui vient avec ces budgets-là, ça doit être C'est dégueulasse. monstrueux parce En qu'il même temps- faut que ça marche, là. Moi, en même temps, on dit ça parce qu'à cause de Blade, puis on dit ça à cause de Dune. Quand même, quand il est arrivé avec Prisoners, déjà, on Ouais, mais faisait... Prisoners, il faisait ses classes, tu sais. Comme il arrivait, tu sais. Oui! Mais avec lui, il m'en a parlé de Prisoners, c'est super. Et il me disait, quand t'arrives à Hollywood, là, dans ce milieu-là, il dit, t'es personne, là. Tu sais, quand il est arrivé là-bas, il dit, j'étais personne, là. Il dit, imagine une grosse cuve, là, pleine d'eau, là, de plusieurs pieds de profond, là. Puis dans le fond, là, il y a plein de scénarios. Toi, faut que tu plonges, là. Puis faut que tu checkes dans le vase s'il y a pas quelque chose qui pourrait peut-être devenir quelque chose, tu sais. Puis ça, c'est l'époque où il y avait de Prisoners, tu sais. Trouver ça dans le fond, Ouais, puis tu sais. Prisoners, en plus, c'était un scénario qui reposait depuis un bout. À mon souvenir, il me semble. Ah, ça faisait, je sais pas. ça faisait quelques années comme tous les Christy scénarios qui reposent. Mais ce là. qu'il disait, c'est que quand t'es dans le fond de la queue, puis que tu regardes en haut, il y a 4, 5, 6 scénarios plastifiés qui flottent sur le dessus. Puis là, tu sais, t'as Clint Eastwood puis David Fincher qui vont se pêcher penchent, ça. puis les scénarios sont prêts à être tournés, tu sais, puis que... God Fait damn. que tu sais, il a fait ses classes vite, là. OK. Ça n'a jamais été dans tes ambitions. Disons, puis même quand tu disais, mettons, tu disais, dans mes dépenses, dans ma façon d'organiser un budget, mon imagination coûterait pas si cher. Mais demain, je te l'offre. Non, mais en fait, le seul scénario que je vois plausible, mettons, si on parle ça serait que des producteurs m'approchent puis disent, on aime tes films, t'as-tu quelque chose, on va le produire. Ça, Okay. ça se pourrait. Mais parce que ce qui arrive plus souvent, c'est pas ça. C'est des agents te contactent, veulent te représenter, se mettent à t'envoyer des scénarios. Fait que là, tu lis beaucoup, beaucoup de scénarios, souvent très mauvais. Puis, si t'es chanceux, tu finis par En attraper. en attraper un. Mais moi, réaliser pour réaliser, ça m'intéresse pas. Tu sais, l'écriture, tout le processus m'intéresse que, tu sais, Mais d'être comme Xavier a impliqué. fait. Xavier a écrit son scénario. Oui, quand il c'est était ça. avec- Ouais, tu sais, c'est ça. ça serait plus ça que tu prendrais comme chemin. Ouais. Ouais. Si ça avait arrivé, mais je pense pas que c'est... On sait pas, tu sais, on verra. On le sait pas, On man. sait pas. Parce qu'aujourd'hui, C'est la c'est le 1er centième. janvier. C'est ta Aujourd'hui, c'est le centième. 1er janvier Hey, bravo. 2024. Non, Centième, c'est le fun que t'aies fait ça, ce balado. mais ça, man. En fait, c'est en réponse un peu à... tu sais, je pense qu'on deal tous avec notre fatalité d'être un être vivant. Puis moi, le mien... En fait, moi, dernièrement, c'est il y a 2 ans, je l'avais dit pendant la pandémie, en fait. C'est que ma grande tristesse d'être un humain, c'est que j'aurais pas le temps de parler à tous ces gens fantastiques Mhm. autour de moi. Puis ça me rend profondément triste, honnêtement. Ça me rend triste parce que moi, j'y crois... je crois beaucoup envers les gens. Tu sais. Exemple. La semaine passée, j'étais à Toronto avec le Quatuor. Puis on faisait des concerts là-bas. Puis il y a une soirée, on était tous logés ensemble, des Airbnb. Puis il y avait une soirée, on était accueillis par le centre de musique qu'on faisait. Puis ça me tentait pas, là. Je le filais pas, ça me tentait pas. Je voulais être tout seul. C'est rare, mais ça arrive. Des fois, je vais être seul. Alors, je vais dans une petite brasserie proche où est-ce qu'il y a un restaurant au hasard. Je marche au hasard. Je rentre dans la place. Je m'installe, puis là, je vois le menu, puis là, je fais, bon, faudrait que je mange quelque chose qui est un peu consistant. Là, je trouve une plat de pâte au canard. Je fais, bon, je vais prendre le plat de pâte au canard. Tente pas vraiment, mais je vais le prendre, il a l'air pas si pire. Puis, en billet, la table à côté, il y a une dame d'à peu près 72 ans, à peu près. Qui dit, prends pas que... Puis elle est là, puis elle fait... Puis là, je la regarde du coin de l'œil, puis elle fait, je vais prendre le burger à l'agneau. Puis je fais, fuck, c'est ça je voulais. Puis là, elle prend le burger à l'agneau avec les frites au canard.
Ben là, je reçois son assiette, je reçois mon assiette, je reçois ma bière, puis là, tu sais, je regarde mon plat, j'étais un peu triste, puis là, je la regarde elle, je regarde son plat, puis je vois qu'elle-même a pas l'air à triper sur son plat, tu sais. Ben là, on se regarde, puis je fais « Hey, by the way, j'aurais bien aimé prendre votre plat, je regrette un peu le mien. » Elle fait « Hey, elle dit, c'est drôle, je regrette tellement bien, j'aurais préféré prendre le vôtre. » Je fais « Ben genre, on fait-tu un petit switch? » Puis elle fait « À condition qu'on mange ensemble. » Je fais « Parfait. » Bon, pas venu s'asseoir. On switch nos assiettes, on mange, on jase, on finit, on a pris quelques verres, on a pris une grosse marche après, on a comme parlé d'un paquet d'affaires. Elle est commissionnaire d'art qui venait d'Angleterre, à moitié Irish, à moitié anglaise, qui venait représenter des artistes, puis on a parlé de la vie, de tout ça, puis c'était super, tu sais, c'était comme j'ai parlé, tu sais, c'est le fun quand des fois tu te confies à des étrangers, tu peux dire tellement de choses, là. C'est confié, plein d'affaires. Je ne reverrai jamais, tu sais, pas ces réseaux sociaux, non, oublie ça. Puis, tu sais, on a fini notre conversation, on s'est donné la main, on s'est dit, ben, bonne vie, puis bye. Mais, man, c'est malade, tu sais, je dis, mais c'est, moi, c'est une des beautés, puis une des tristesses en même temps que je suis sûr. Je suis chanceux parce que je rencontre plein de gens extraordinaires, mais ça me rend quand même triste de me dire, quand je vais être mort, il y a quelques-uns que j'aurais dû rencontrer, que j'ai pas rencontré, tu sais. Puis ce podcast-là fait un peu partie de cette quête-là, tu sais. C'est comme je m'oblige à rencontrer des gens, je m'oblige à discuter avec des gens, puis des fois, il y a des rencontres que je fais, je la file pas trop, puis c'est souvent là qu'il y a les meilleures choses qui se passent, tu sais. Puis que je découvre quelque chose sur moi, sur eux, sur un événement, puis c'est pour ça que j'ai l'intention, c'est 10 centièmes aujourd'hui, j'ai l'intention de le rendre à 1000, c'est mon objectif. Mais ça va jouer en fini à 58 ans, donc on verra. C'est un par semaine, donc... on verra bien, man. Pourquoi on était allé là? Pourquoi on parlait de ça? Parce qu'on célébrait ton centième. Non. Oui. On célébrait... Hey, le 1er janvier, toi, est-ce que tu te donnes un défi de changement? Non, j'ai abandonné ça. J'ai un ami qui... je trouve ça vraiment beau. J'ai un ami qui, chaque année, le 1er janvier, s'écrit une lettre à lui pour l'an prochain. Et donc, qui lit seulement le temps. Alors, le 1er janvier, il lit sa lettre de l'année passée. Wow. Puis il s'en écrit une pour l'année suivante. Je trouve ça magnifique. Puis c'est quoi? C'est une lettre qui donne, mettons, un topo ou comme des vœux d'être meilleur? Ou... Je pense qu'il... j'ai jamais lu ses lettres, évidemment, mais je pense qu'il fait un bilan de son année puis de ce qu'il souhaite pour l'année d'après. Tu sais, il fait un état des lieux, un peu, là, tu sais, de où est-ce qu'il est dans sa vie puis ce qui s'en vient puis tout ça. C'est pas une mauvaise idée. Je trouve ça assez beau comme idée. T'as-tu un journal intime? Non. T'as déjà eu ça? Je fais des albums. Je fais des tunes. C'est ça, tes journaux? C'est pas mal ça, mon journal intime. C'est sérieux? C'est un peu ça? Il y a toujours un petit peu de... Quand je réentends les tunes, je vois un peu où j'étais, là. Quand même, oui, c'est sûr que ça marque, c'est des marqueurs de temps, là. C'est des marqueurs de temps. Mais tu sais, c'est toujours, les tunes, c'est toujours des amalgames de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de moments mêlés dans une affaire, et des choses qui m'appartiennent, des affaires qui m'appartiennent pas. Ouais. Toujours compliqué, en fait. Tantôt, je t'ai montré, j'ai dézippé ma veste. Je t'ai montré un t-shirt. Oui. Mais parlons-en un peu parce que c'est une affaire. En fait, c'est un t-shirt que j'ai acheté de mon émission préférée qui s'appelle How to with Joe Wilson, dont les éditeurs vont être tellement écœurés de m'entendre parler. Mais ce qui est le fun, c'est que je peux en parler avec quelqu'un qui est aussi passionné. Qui aime ça autant que moi, puis il n'y en a pas gros. Ouais, non, écoute, j'en parle aussi parce que... là, c'est ça, je savais plus si tu faisais tes prescriptions, c'est encore... la soirée, t'en fais une tantôt, là. Ah, ok, parfait. Ouais. Mais t'as arrêté de faire ça? Moi, j'ai fait plus. Je laisse les autres les faire. Ah, ok. Oui, mais ça non, faisait là, beaucoup pour toi. Non. Quoi que c'est pas trop difficile, je peux en faire constamment, tu sais. D'ailleurs, on parlait tantôt de André 3000, super rapper qui a sorti un album de flûte. On rit. Non, mais je l'ai écouté une fois, j'ai plutôt aimé ça, en fait. Moi, j'ai super aimé ça. C'est pas si loin de mon projet Feu doux, là, de musique ambiante. Je sais. C'est comme, c'est un peu dans la même catégorie. Ce que j'aime, c'est surtout lui en entrevue qui dit, écoutez, je savais pas trop quoi dire dans le prochain album. Bon, j'ai pris des flûtes. Mais pour venir à How to, hey man, j'étais à New York il y a un mois pour faire des shows encore une fois avec Molinari. Puis ça faisait longtemps, j'avais pas débarqué à New York depuis... La dernière fois que j'étais allé à New York,
Trump était pas encore élu. Ça fait un bout quand même. Je débarque à New York. J'étais logé à Brooklyn, je travaillais à Manhattan. Bon, je faisais beaucoup de métro. Puis je me suis mis à prendre des photos. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ah non, je peux pas. » À un moment donné, j'ai mis ton nom pour faire t'envoyer des photos. J'avais peut-être 18 photos que des vidéos. Puis là, je voulais toutes les envoyer. Puis je voulais faire un John 2, un John Wilson, puis dire, ça serait, écoute, le nom d'image, puis c'est fou, c'était sans effort. Ouais. C'était sans effort. C'est juste tu regardes à terre, il y a un splash dégueulasse, telle personne bizarre. Il y en avait tellement, puis là, j'arrêtais pas. Puis là, mettons, les gens dans mon côté, qu'est-ce que tu fais, genre, laisse faire. Puis là, finalement, je te l'ai pas envoyé. Je te l'ai pas envoyé parce que je me disais, je veux pas quand même être il y a une limite. Tu sais, il y a des limites dans notre amitié. Celle-là, c'était la limite. Mais j'ai quand même pensé à toi. Mais quel show. Quel show. C'est incroyable. Moi, je m'en remets pas encore vraiment de ce show-là. C'est une des meilleures affaires que j'ai vues dans les dernières années. C'est tellement original. C'est tellement... Tu sais, il est autant drôle, touchant, humain. Tu sais, saison 3, je trouve qu'il se commet beaucoup, il se dévoile beaucoup. Ça rend ça très, très humain, en fait. Très, très... T'as écouté l'entrevue que je t'ai envoyée? Oui. C'est super intéressant. Comment non? What the fuck avec... J'ai oublié son nom. Ouais. C'est super bonne entrevue. Oui, avec Mark... voyons, Fred, je suis fatigué, excusez-moi de vous le dire. Ah, voilà. Mark Maron, WTF. Une entrevue dans laquelle il va en détail sur ces trucs, puis finalement, tu te rends compte que derrière la carapace de John Wilson se cache des affaires plus lourdes qu'on pense, finalement. Puis, non, mais aussi, c'est que tu réalises que, c'est ça, c'est qu'il cache pas l'humain qui est derrière la fabrication de ça. Puis je trouve ça beau, tu sais. Ouais. Puis là, je veux pas trop parler de la saison 3 pour ceux qui l'ont pas vu, mais je trouve qu'il a réussi à rebrasser son concept et à l'amener à une place qui est vraiment, vraiment intéressante. Ouais. Puis lui-même le dit, quand il dit dans cette entrevue-là qui est passionnante, il dit, quand il commence à parler du fait que comment le documentaire est arrivé dans sa vie, puis comment finalement, je pense que l'intervieweur dit, puis toi la fiction, il dit non, je pourrais jamais aller là, je peux plus jamais mettre un pied là, parce que la réalité c'est trop immense, puis j'étais wow. Puis ce qu'en fait aussi de la réalité, c'est ça qui est comme... mais tu vois, moi, c'est l'inverse. Je peux pas faire de documentaire parce que j'ai un problème avec le réel, tu sais. Fait que c'est quoi ton problème avec le réel? Ben, je sais pas, mais je pourrais pas encaisser tout ce qui encaisse en filmant... Ben, c'est gros. Je suis le meilleur public là pour ça là, tu sais, autant tu sais son émission, mais les documentaires en général, je suis vraiment un bon public, j'adore en regarder, mais je pourrais pas en faire parce que je veux tellement pas déranger le monde que pour arriver là, il faut un petit peu que tu brises la coquille. Ok, je suis d'accord pour l'affaire de déranger le monde, surtout la façon qu'il fait. Mais mettons, disons, un documentaire super dirigé sur une personne, sur un événement. Ça, tu devrais pas faire ça. Non, je trouve que j'aime vraiment pas beaucoup me faire filmer dans la vie. J'haïs ça, en fait. Là. Mais j'haïs ça pour mourir. Mais t'es pas obligé. Oui, mais je suis pas obligé. Je dis dans un documentaire. Non, je comprends, mais j'ai pas envie de faire subir ça à d'autres. En fiction, j'ai pas de problème parce que je travaille avec des gens qui ont choisi ce métier-là, qui ont choisi de se faire filmer. Mais dans la réalité, de m'imposer dans la vie des gens, je trouve qu'il y a quelque chose de super intrusif. Tu feras jamais un caméo dans un de tes films? Jamais. Tu feras jamais J'haïs ça. Je sais pas pourquoi, là. C'est une maladie, je sais pas pourquoi. C'est-tu le moment quand tu te vois puis tu fais shit? Peut-être ça, je sais pas. Puis j'haïs ça, tu sais, c'est comme... Ouais, j'haïs ça. Puis j'haïs ça, haïr ça aussi. Tu comprends? Je trouve ça... C'est pas un trait de ma personnalité que je trouve si agréable que ça, là, tu sais. Ouais. Avec toutes les changements qu'on vit en ce moment avec l'art, tu sais. T'as plusieurs carrières en même temps, t'es monteur... T'es réalisateur, scénariste, on va mettre ça dans la même catégorie de cinéma, t'écris des chansons, tous ces médiums-là en ce moment
je veux pas dire ça négativement, mais moi, je vois là quand même un peu, tu sais, se désintègre, disons-le, parce que c'est difficile, les salles, le cinéma sont vides, personne n'achète des disques, les salles sont de plus en plus vides, même pour les spectacles. Ces trucs-là que tu chéris, qui t'inspirent, qui sont un peu ta drive, et qui se métamorphosent. Comment tu digères ça? T'as raison, il y a beaucoup de morosité autour de moi en ce moment dans ces milieux-là. Tu sais, les gens voient ça un peu s'effondrer, j'aime pas ce mot-là, mais j'essaie toujours de me souvenir de... Il y a à une époque, il y a un band que j'aimais vraiment beaucoup qui s'appelle Fog. Puis il était venu jouer à Montréal à la Casa del Popolo, là. Puis j'étais allé voir le show. Puis je m'étais grouillé, j'avais peur que ce soit sold out, là, tu sais. Vingtaine, là. Excité, là. Puis j'arrive, puis on est 15 dans la salle. Puis le chanteur est à la table de merch à l'entrée. Le show n'est pas commencé. Puis je vois la salle qui est vide, le show s'apprête à commencer. Puis j'ai dit, hey, je suis désolé. Je m'étais excusé au nom de Montréal. J'avais dit, je suis désolé. J'ai honte. Tu sais, j'ai honte. Ça fait longtemps, là. Ouais, ça fait longtemps. Puis il m'avait dit, hey, l'important, c'est que toi, tu sois là. Puis ils avaient fait le show comme si la salle était pleine. Même chose, maintenant, j'ai vu Flaming Lips à Québec, dans un parking. On est à la foire agricole. On était 400. Flaming Lips? What? Ils ont joué, là, comme s'ils étaient dans un... Time out. Flaming Lips sont venus jouer à Québec. Je pense que c'était la foire agricole. Mais ils sont connus? Ils étaient connus déjà? Ouais. Mais la pub avait, je sais pas, ça avait pas marché, je sais pas trop. Je pense qu'ils remplaçaient à la dernière minute un autre band. Okay. Je pense que Korn devait venir. Pour vrai, je pense que c'était ça. Je pense que Korn avait annulé, c'était double booké. Oh my God! Ils ont remplacé par Flaming Lips. Là, on se dit comme, no Ils ont fuck all sorti idea. toute la patente, les écrans, la bulle. la fameuse bulle. Ils ont fait le show comme si on était des dizaines de milliers. On était 400 dans le parking. C'était un bon show. C'était un super bon Mais show. moi, j'aime bien ton chanteur qui est derrière. Ouais, mais l'important, c'est ça. Fait que donc, c'est de faire fait que chaque fois que je fais quelque chose, je le fais pas pour les gens qui vont haïr ça, je le fais pour ceux qui vont aimer ça, mais je sais pas c'est qui ce monde-là avant que je le fasse. Ouais. Mais s'ils sont 3, ils seront 3. S'ils sont 100, ils seront 100. Puis, tu sais, je veux dire, je gère pas ce bout-là, moi. Moi, je peux juste faire des choses. Je peux pas gérer comment ça se rend aux gens. Je peux pas gérer comment les gens vont le recevoir. J'ai pas de contrôle. Mais j'avoue que t'as quand même une intelligence pas pire de pas... Tu sais, t'es nulle part. T'existes pas. Ça, j'aime ça. T'es pas sur Instagram, t'es pas sur Twitter, t'es pas sur Facebook, t'es sur rien. Donc tu connais pas ce sentiment d'être approuvé par des tonnes de gens. Tu sais que ça existe, mais t'es pas présent, tu sais. Ça, je pense, ça participe justement à ton aisance à créer puis à pas être malaisé par les chiffres ou whatever, tu sais. C'est vraiment, quand tu crées, c'est vraiment facile d'avoir l'impression que l'univers tourne autour de toi, là, tu sais. Puis je trouve que les réseaux sociaux ne font qu'accentuer cette affaire-là, tu sais. Puis j'essaie de me tenir loin. Je dis pas que je réussis. On se fait tous prendre au piège à un moment donné d'accorder beaucoup trop d'importance à ce qu'on fait. Mais j'essaie autant que possible d'éviter la centrifugeuse un petit peu, l'espèce de tourbillon. Non, je comprends. Ouais. Là, t'as carrément 15 chansons décrites, un album dans lequel est-ce que tu trouves que les 15 chansons sont dans la même direction que tu souhaites avoir? Mettons, comme tu disais, il y a que des chansons qui vont dans un concept que ça fonctionne. Est-ce qu'en ce moment, tu trouves que ça fonctionne? C'est cool? Ben, pas toutes, non. Pas non, toutes? c'est ça. Non, c'était ça le but aussi de les jouer, c'est de voir, de bâtir le corpus, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va ensemble? C'est quoi on le sait pas encore. On va continuer à travailler. Pour ce qui est du cinéma, est-ce que tu es déjà en train d'écrire?
Oui, j'ai recommencé à écrire avec Éric Kaboulian, avec qui j'ai fait Viking. Ça a été une expérience positive en ce qui me concerne. Et j'aime ce jeu de ping-pong à deux. Je trouve qu'il y a quelque chose de sain, en fait. Bon, aussi, quand même, je devrais admettre que tu as trouvé un partenaire assez bien, là. C'est un gars cool. Qui a des bonnes idées. Oui, mais ça... ce que ça implique, c'est d'enlever un peu d'air à ton ego, tu sais. Tu dégonfles un peu ton ego. Tu trouves que c'est ça que ça donnait? Ben, je trouve que de travailler à deux, pour que ça marche, il faut que il y a quelque chose de sain là-dedans, je trouve. De pas... Mais quand t'écris seul, souvent, mettons, les répliques qui vont aller mettre en doute un peu ton écriture vont être des refus à des financements, je présume des gens qui coproduisent qui vont dire ça, mais là, dans ce cas-ci, quand tu coécris, ça peut être carrément ton collègue qui va dire ce bout-là. Ouais, mais c'est sain c'est ça que je te dis, c'est de pas tout prendre, d'arrêter de tout prendre personnel, tu sais. Les deux, on est au service d'une idée, tu sais. On veut la même chose, on veut que l'idée fonctionne puis se rende là où on veut. Évidemment que dans une dynamique où c'est moi qui va réaliser, j'ai un petit veto de plus, tu sais. Dans le sens où cette scène-là, je la sens pas, je pense pas que je peux filmer ça m'intéresse pas, ben, c'est sûr que j'ai un petit veto supplémentaire. Mais dans le cas d'Éric, tu sais, il a déjà beaucoup écrit avec d'autres gens. Ouais. Il y avait une expérience. Toi, c'était ta première fois. Est-ce que ça a été, justement, tu sais, au début, t'étais comme, wow, est-ce que c'était bizarre d'avoir justement de la réplique puis tu fasses non, ok, je modifie mes trucs, mais en même temps, c'est venu de toi, je me souviens pas, en fait, Eric est arrivé, moi j'avais déjà une version 1 là, du scénario, puis j'étais bloqué, il y avait trop de possibilités à ce concept-là, puis j'ai demandé à Eric d'embarquer, pas juste comme lecteur, mais comme co-scénariste, qui se mette les mains dedans, puis qu'ensemble on prenne une décision, puis qu'on amène le projet où il fallait. Puis ça a juste été positif. Tu sais, lui, il comprenait bien. Tu sais, il avait vu mes films, il comprenait quel genre de film j'essayais de faire. Puis je pense qu'il aime ça aussi, embarquer dans un char qui est déjà en train de rouler. Puis moi, je pense que quelqu'un qui aime les règles. Ouais, mais je pense que, mettons, tu lui donnes une certaine règle, puis il va partir avec ça, il va faire OK. Puis là, il va prendre ça, il va prendre la pâte à modeler que tu lui donnes, puis il va la gosser. Ben là, tu sais, il y avait déjà comme la table était mise, puis là, mais il restait bien du travail à faire. Puis ensemble, puis c'est quelqu'un qui est très fort en structure, ce qui est pas nécessairement ma force. Fait que, tu sais, il a amené, puis c'était un film qui avait besoin d'une structure plus claire que mes autres films. Bref, ça a été une super collaboration. Quand on regarde les 4 films qu'on a, mais là, je parle pas des courts-métrages, je parle juste des longs-métrages, tu sais, environ, entre les 3 premiers films, il y avait environ 4 ans de distance. Ouais. Le dernier, il y avait 8 ans. Ouais. Est-ce que c'est une distance que tu veux de plus en plus prendre plus de temps? Au contraire. D'ailleurs, c'est ça que je me demandais. Non, ça a été trop long, mais tu sais, il est arrivé, tu sais, je n'ai déjà parlé dans une entrevue, puis c'est pas si intéressant, mais j'ai écrit un film qui s'est pas fait, ce qui m'a demandé beaucoup de temps. Il existe encore, là. Non, c'était un film qui était écrit pour... Moi, après Nicole, je pensais arrêter de faire des films, en fait. Je pensais faire juste être scénariste. Ben, je sais pas. Je sentais que j'aime ça écrire, je me disais, je vais pouvoir gérer... c'est ça. Mais c'est pas la première fois que je t'entends dire ça, là. Mais... Tu sais, genre, après Nicole, t'as dit ça, même après le dernier, t'as fait, tu sais. Non, au contraire, Viking, ça a été super, ça m'a donné le goût d'en faire. Non, mais des fois, je te mets, non, excuse-moi. Des fois, je te revois un film, tu l'écoutes, tu fais, c'était bon, pourquoi je fais des films? Puis là, je fais... Ouais, mais ça, c'est l'éternelle question de... John Wilson, entre autres. Je me souviens que t'as fait, Oui. Pourquoi je devrais faire des Pourquoi films? je fais de la fiction alors que lui prend le réel puis en fait quelque chose de si puissant? C'était ça que je pense que je t'avais écrit. Ouais, non, faire la même. Mais moi, on revient à John Wilson, tu vois. Mais non, mais c'est incroyable, ce show. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça ressemble à rien. Ce que j'aime, c'est que toi puis moi, il y a une affaire qu'on est d'accord, qu'on sera toujours d'accord, c'est que le terme génie, c'est pas un mot que toi puis moi on utilise beaucoup.
Moi, j'aime pas l'utiliser. Pour plein, puis même en musique classique, je dis, c'est barouetté, tout croche. On utilise Génie toutes les semaines. J'ai ça. Puis ça, man, cette œuvre-là, j'étais comme, ah, shit. Je pense que je vais le sortir. Je pense que je vais le sortir. Sortez le Joker. J'étais obligé de la sortir, cette carte-là. Fuck. Puis en plus, parce que c'est vraiment bon, puis parce que tu fais des idées originales, il y en a pas. Excuse-moi, mec, j'oublie. T'as-tu regardé le nouveau show de Nathan? Non, pas encore. The Cure. J'attends qu'ils soient tous sortis. Oh. Mais je pense que ça va me faire mal, ce show-là. Il y a trop de monde que j'aime dans ce show-là. Faut que tu mettes, en fait, là, tu t'installes, tu mets une ceinture de char sur ton divan, tu l'attaches, tu donnes la clé à ta blonde, tu dis pas prendre une marche, tu t'installes. Non, c'est rachant, c'est le fun. C'est plus fun que The Rehearsal. Rehearsal, j'avais aimé ça, mais c'est plus fun. Tu vas voir. J'ai très hâte de voir. Tu vas voir. L'ami, j'irai avec ta prescription. Oh, j'ai le droit à combien? Tu rendu combien? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'an. Et on veut gâter le monde. C'est 2024 et t'as le droit de faire ce que tu veux. T'as un terrain là, blanc. Ben, je vais parler évidemment du film de mon ami Joël Vaudreuil qui est pas encore sorti, qui a joué dans le festival Adam change lentement. Je l'ai pas vu. Long métrage d'animation, ça va sortir au mois de février-mars. Ah, ouais, je vois, à février-mars peut-être. Okay. Long métrage d'animation, premier long qu'il fait. Fait que Joël, donc drummer d'Avec Podcast, et c'est lui qui fait la plupart des visuels de nos pochettes, tous les clips, c'est lui. C'est un gars merveilleux. C'est un gars merveilleux. C'est une inspiration. C'est un agent de bonheur. Et son film est extraordinaire. En tout cas, il va venir ici, là. Il va venir jaser. C'est d'ailleurs, j'avais souligné en marqueur. En gros, c'est lui qui a fait le logo de mon émission. Si vous êtes sur toutes les espèces de plateformes, vous voyez ma face, c'est moi, c'est lui qui l'a dessiné, et c'est lui, toutes les variations de logo de l'émission, c'est lui qui les a fait, c'est un gars vraiment cool, puis il va venir, puis il m'avait juré qu'il allait venir quand le film sortira officiellement en salle. Bon, c'est un rendez-vous dans quelques mois. Très excité parce que des longs métrages d'animation québécois, il s'en fait pas beaucoup qui sortent en salle. Même avec lui, je en parlais, puis je dis c'est lequel le dernier qu'on a le droit entièrement québécois, puis c'était un truc qui était à l'ONF des années 70 ou 80, je sais plus trop. Il y en a pas beaucoup. Donc c'est quelque chose d'excitant. Puis avec plein de gens vraiment sympathiques qui font des voix puis de la musique. Toi, tu l'as vu en festival? Je l'ai vu au FNC, c'est la première montréalaise. C'est un film qui porte tellement attention aux détails, les personnages secondaires, même la figuration de son film d'animation a autant d'importance que l'histoire principale. En tout cas, j'ai-tu montré ce que Joël m'a donné quand je suis devenu père? Je sais plus. Je te montrerai. Il m'a donné un petit livre qu'il a dessiné juste pour me féliciter d'être père. Je garde cet objet précieusement. C'était comme une affaire. Non, mais c'est juste une affaire qu'il a faite. Joël, c'est une... en tout cas, pas pour être émotif, mais tu sais, quand j'allais devenir père, là, j'étais comme super stressé, puis là, comme tout parent qui est comme genre, puis il m'avait dit, Harriet était pas née, puis il me dit, puis il savait, là, j'avais dit que c'était une petite fille, puis il dit, vraiment chanceuse. Puis j'étais comme, pourquoi tu sais, il dit, avoir un super père. Puis écoute, c'est la première personne qui m'avait shooté cette phrase-là dans la face. Lui, il était confiant, il était comme, elle est chanceuse. Puis j'étais comme, puis ça m'est resté cette affaire-là. Ça m'est resté tout le temps. Ben, tu sais, Joël, c'est le gars qui flippe la journée de bar, là, tu sais, ça va pas bien, là, puis il arrive à tout, tu sais, en tournée, là, tu veux quelqu'un comme ça dans van, là, tu sais, puis dans le band, parce que
il y a des journées qui sont plus pénibles que d'autres, là. Pas tout, c'est rare, mais ça arrive, là, tu sais. Puis c'est vraiment le gars qui, il prend le vieux bossal, le vieux chausson sale, puis il le revient de bord. C'est bon, une belle tâche, ça. OK, première recommandation. Ben, évidemment, il y avait John Wilson, mais on en a parlé pendant une heure, là, fait, je pense que c'est réglé, mais c'est réglé, mais pour moi, je trouve que c'est une des meilleures affaires que j'ai vues dans les dernières années. Ouais. C'est quelque chose je suis vraiment impressionné par ce truc-là. Juste un mini résumé. La dernière fois, après, j'en parle plus. Documentaire, un gars qui se promène à New York avec une caméra. Il prend des images constamment. Il filme la ville avec son absurdité, avec ses beautés, avec ses cruautés. Puis il les prend, il les assemble ensemble et il fait de la poésie. Il fait une voix par-dessus. Il invente une histoire avec ces images-là. Puis en fait, ça devrait être c'est petit. Ça dure 20 minutes par épisode. Il n'y en a pas tant. 3 saisons de 8 épisodes à peu près. Et c'est de la poésie. C'est une émission de télévision de poésie. Moi, je dis souvent ça quand je le présente. C'est de la poésie avec des images. Puis prenez ce que vous avez à apprendre là-dedans. Lui, il vous donne son point de vue de certaines images. Il n'y a pas vraiment une leçon directe de qu'est-ce qu'il en tire. Mais c'est beau. C'est touchant. Mais dans l'entrevue dont tu parlais tantôt, tu sais, il dit, j'étais beaucoup inspiré par les photographes de rue, tu sais. Puis, sauf qu'il dit, là, je le fais avec l'image animée. Puis en plus, bon, il rajoute un commentaire et il rassemble tout ça autour d'une thématique, mais cette thématique, elle prend des chemins qui ont aucun sens. Des chemins qui ont aucun sens. Mais oui, pour moi aussi, c'est comme des poèmes filmés, cette affaire-là. C'est vraiment, vraiment beau. C'est très unique. Bon. Puis je voulais te parler aussi de Acting Class, un roman graphique. Je sais que tu ne lis pas beaucoup. Mais j'aime les romans graphiques. Mais si tu aimes les romans graphiques, Acting Class de Nick, là je vais mal dire son nom, mais de Nick Darnaso. OK. D-R-N-A-S-O. Acting Class. Il a fait, je pense que c'est sa 3e BD, son 3e roman graphique. Okay. Mais le scénario de celui-là mais tous ces livres, le scénario est toujours très fort, mais celui-là, je trouve qu'il est comme une coche au-dessus. Okay. La rumeur veut que Ari Aster va l'adapter. Oh, jusque-là. Ouais, mais tu sais, pour moi, la BD suffit. C'est comme une espèce d'affaire de fou, là. C'est vraiment, vraiment réussi. Wow. OK. T'es encore très lecteur. Moi, je lis beaucoup. J'ai toujours... Moi, c'est une maladie, en fait. Là. Je passe devant une librairie, je rentre, je sors avec 3 livres, alors que j'en ai déjà 15 sur ma table de chevet. Mais est-ce que tu lis vite? Ben... non, c'est ça l'affaire, c'est que j'achète plus de livres que la vitesse à laquelle je lis. C'est ça le problème avec les livres. Moi, je lis pas vite. Ça me rassure qu'il soit là. Ça me rassure de savoir qu'il y a de la lecture qui m'attend toujours, de tous les formats, tu sais, des essais, de la fiction, de la poésie, de grosseurs différentes, dépendamment où je m'en vais. Il y a toujours 3 livres en rotation en même temps. Puis il y a des podcasts, puis il y a des disques. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas trop de choses. Ça, c'est tes 3 recommandations? Ouais, ça c'était, je me suis limité à 3. Mais, tu sais, j'aurais pu continuer. Je suis comme déçu. Mais attends, je t'explique pourquoi. Pourquoi? Parce que, au fil des 4 dernières années, t'es quand même mon pusher de musique. Puis ça, tu pensais que je pensais que t'allais avec des disques. Mais regarde, c'est pas grave. Mais, parce que, tous ces disques-là que tu m'as déjà conseillés, je les ai tous dit à l'épisode, dans les épisodes précédents. Mais j'admets que ça m'arrive une fois ou 6 mois où je t'écris puis je fais « Qu'est-ce que t'écoutes? » Puis tu me shows des disques, puis c'est des disques, tu sais, qui restent comme Dad playing the piano. Playing Piano for Dad. Tu sais, mettons cet album-là, encore aujourd'hui. Encore. C'est fou, j'arrive pas à trouver trop d'infos sur cet artiste-là, en plus. J'ai essayé de le trouver. Je sais pas ce que moi je voulais l'avoir à l'émission, là. Puis non, il parle pas, il se cache, il veut pas être découvert. T'as une couple d'affaires de même de musique que je comprends encore, comme pas vraiment comment t'y trouves. Mais il y a des disques. Non, mais vraiment. Mais j'ai plusieurs amis qui sont des bons pushers de. Toi-même, c'est qui tes pushers?
Ben toi, t'es un bon pusher. Ah ouais? Ouais, toi, t'es un bon pusher. Toi, tu Ben. m'envoies souvent des... As-tu écouté ça? As-tu vu ça? Ouais, Bon. une couple d'affaires, ouais. Mais j'ai plein d'amis. Souvent, c'est... Mais tes autres, parce que pourquoi je les appelle, là? C'est que... On a les mêmes. On a les mêmes. Mais j'aime ça me faire suggérer des lectures ou des... Ouais, pour littérature, par contre, c'est qui les parce que ça arrivera, je pense pas que ça va revenir de moi, mais mettons, qui t'arrive avec des bouquins, là? Que tu fais comme shit, ils ont vraiment du bon goût en bouquins, là. Ben, des amis, là, tu sais, des amis qui me pitchent des... C'est une question que je pose souvent aux gens. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Parce que en même temps, ça t'en dit long sur l'autre personne. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Puis là, tu sais, les gens sont souvent en train de lire quelque chose. Ouais. Puis c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de lire. Puis des fois, ça mène à... Mais j'ai aussi lu telle affaire, puis... Y a-tu une forme d'art que t'aimerais toucher que t'as pas faite encore? Je sais que là, mettons, moi, honnêtement, là, je suis surpris que t'as pas écrit un roman, là, entre autres. Est-ce que ça va Je pense arriver? pas que j'écrirai un roman. Je pense que Pour j'écrirai vrai? des nouvelles, peut-être. J'aimerais ça écrire des nouvelles. Créer une nouvelle? Mais j'ai pas le temps. T'en as déjà fait? Une nouvelle? J'essaie d'en fabriquer, mais ça aboutit pas. Puis le temps que ça demande, j'écris un scénario en même. Tu sais, je fais trop. Trop l'affaire. Il manque un petit peu de temps. Puis là, il faut que j'apprenne à faire moins de choses. Ça, c'est c'est ça que je me souhaite. Tu me demandes ce que je me souhaite là pour l'année à venir, de faire un petit peu moins de choses. Moins de choses? Ouais. Série télé? Ça viendra. Ça viendra. Un moment donné. Ça viendra. Peut-être. Oui. De la lutte? C'est quoi ton sport préféré? Hey, c'est quand la dernière fois que t'as fait une entrevue pour une job? L'autre fois, je pensais à ça. Je me disais, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça? Tu sais, la dernière fois que tu as répondu, j'ai fait, vous, monsieur Lafleur. Il y a pas longtemps. Really? Ouais, j'ai fait ça j'ai fait ça cet été pour un... What? Ouais, pour un long... c'était pas... c'est une genre d'entrevue pour monter un long métrage, puis les réalisateurs me connaissaient pas. Fait ils m'ont rencontré. Ici, connaissais pas. Ouais, puis ils m'ont pas pris. OK. Non, mais Ils t'ont dit, c'est quoi votre pire qualité? Non, mais je fais des blagues. Ils m'ont pas pris, mais je disais d'emblée que j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Fait que, OK. Bon. Fait qu'ils ont ils ont décidé d'y aller avec je quelqu'un. me présente à l'entrevue pour le sport, mais ça me tente pas. Non, mais c'est toujours le fun de rencontrer des nouvelles personnes. Si c'est pas pour ce projet-là, ça peut être pour autre chose. Fait que... OK, ça, c'était ton... mais c'était quand même un peu une entrevue. Ça m'a fait bizarre. Ça fait longtemps que T'as j'avais posé pas des fait ça. questions à Twist, un peu, êtes-vous perfectionniste, Non. machin? Non? Oh, non. Je suis un peu déçu. Hey! Ouais, puis ça fait qu'on commence. On conclut? Ce serait-tu le moment de conclure? Non, Ça fait attends. combien de temps qu'on passe? 1h30, c'est Une heure et correct. demie. C'est correct. Tu vas faire 50 minutes avec ça, là, 1 heure. T'es-tu malade, Mais tu man? vas pas garder ça à Aziz. Aziz. Non. Moi, je monte pas. Mais non, de quoi tu parles? Monter? Ben, je vais le monter, moi. Non, tu vas rien monter. Je vais couper le début quand c'était tout croche puis qu'on s'installe à la table. Mais Ok. le reste, on Parfait. regarde. Hey, Regarde. hey, bonne année, buddy. Hey, bonne année. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Mais tu sais, je souhaite l'affaire classique. De Santé. changer ses habitudes alimentaires parce que tout le monde mange mal. De faire un peu plus d'exercice. Et puis de parler à quelqu'un que tu parlerais pas habituellement. Ouais. Moi, ça, je souhaite ça à tout le monde. Quelqu'un là que tu fais, je parlerai jamais, va y parler. Je souhaite ça à tout le monde. Faites ça une fois. Une fois. Dans le métro, tu fais, cette personne tel magasin, ça fait combien de fois j'y vais, puis je paye mon affaire, puis il me donne le change, puis tu sais, échange un peu. Non? Toi, qu'est-ce que tu souhaites? Comme je te disais, en faire un petit peu moins, mais santé, là. Mais aux autres, la santé, man, c'est rien que ça. Ouais, C'est c'est rien que ça. Pour vrai, c'est rien que ça. Après ça, le reste suit normalement. There you go. Hey, je t'aime. Je t'aime. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie,
Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.